Jean-Michel Le Cerf, vous êtes médecin, spécialiste en endocrinologie et en nutrition depuis plus de 30 ans. Vous êtes chef de service de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Est-ce qu'il faut éviter certains aliments comme parfois les régimes nous préconisent? Est-ce qu'il faut éviter par exemple le gras ou le sucré? Moi j'ai envie de dire déjà pour des enfants comme ceux qui sont ici, mange un peu de tout, ça voudra dire que tu es en train de devenir grand. Et donc là on a un message qui est complètement différent, beaucoup plus positif. À partir du moment où l'enfant découvre le monde alimentaire qui l'entoure et finit par manger effectivement varié, c'est un bon signe. C'est ça le discours qu'il faut avoir. Ce n'est pas un discours mange pas ceci, mange pas cela, mange pas de gras, mange pas de sucré, c'est pas bon. Vous me posez la question des régimes. D'abord, les régimes ont mauvaise presse et on a bien raison d'avoir mauvaise presse parce qu'ils ont bien raison d'être mal vus. Les régimes, c'est d'abord une liste d'interdits. En réalité, le mot régime veut dire mode alimentaire. Donc supposons qu'on ne parle pas de la restriction des régimes et qu'on parle du mode alimentaire, un mode alimentaire, hein, pas une mode, mais un mode alimentaire, hein, vous voyez la différence. Hein. Un mode alimentaire normal doit contenir du gras, du sucre, surtout. Parce que si vous faites un mode alimentaire, un régime alimentaire sans gras, sans sucre, bonjour les dégâts, hein, vous allez dépérir tout de suite. Et il vient d'où le carburant? Donc le sucre, le gras, c'est très bon. C'est première assertion. Deuxième assertion, manger nous fait d'abord du bien. Il ne faut pas l'oublier. À force de nous dire manger c'est pas bon, ça va pas, ça c'est trop riche, ça c'est trop salé, soit c'est trop sucré, on finit par croire que manger nous empoisonne. Non, 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 manger nous fait d'abord du bien. Alors évidemment, il y a toutes les déviations, parce que si on n'écoute que son plaisir sans limite, on fait tout le travers. Mais le plaisir est là au service de l'alimentation. Et si vous voulez, il y aurait deux discours qui seraient de dire non, écoute pas, ça te fait plaisir, c'est pas bon. Et puis il y aura un autre discours qui dit allez, fais ce qui te fait plaisir. C'est les deux discours qui sont pas bons. Ce qu'il faut avoir comme bon discours sur le plaisir alimentaire, c'est que le plaisir est bon parce que c'est lui qui nous pousse à manger. Et nous pousser à manger, c'est quelque chose qui a été mis dans notre nature par le Créateur pour qu'on soit désireux de manger. Parce que si vous n'êtes pas désireux de manger, vous ne mangez pas. Et si vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc il est bon qu'il y ait quelque chose qui soit le moteur. Et le moteur, c'est le plaisir. C'est tellement bien fait que normalement, quand on a eu plaisir avec un aliment, on arrête de manger cet aliment et on va manger avec plaisir un autre aliment. Pourquoi faire? Eh bien pour nous pousser à manger varié. Donc le plaisir est un moteur et c'est un moteur intelligent. Il nous pousse à manger varié. Et manger varié, c'est la clé numéro 1, mais avant toutes les autres, d'une bonne alimentation. Il y a quand même certains aliments qui ont une mauvaise presse, disons la vérité. C'est possible, oui. Et je voudrais voir avec vous les cas concrets, par exemple le cas du lait qui fait couler beaucoup d'encre. Et il y a même des médecins qui disent que leurs patients leur disent qu'avoir arrêté boire ou manger du lait augmente leur bien-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il y ait des gens qui supportent mal le lait, pour des raisons qui soient notamment une intolérance au lactose, et donc s'ils en consomment de trop, ça ne leur va pas bien. C'est tout à fait possible. Hein, encore, on n'est que dans l'excès, c'est-à-dire que s'il y en a de trop, ça ne va pas. Même un intolérant au lactose supporte un peu de lait, environ 250 ml, et supporte les yaourts, puisque le lactose est hydrolysé, et supporte les fromages, puisqu'il n'y a plus de lactose dans le fromage. Donc déjà, même les intolérants au lactose, c'est une question de dose. L'intolérance au lactose n'est pas une maladie, c'est juste un trait génétique qui nous conduit à orienter un petit peu notre alimentation légèrement différemment, mais pas à supprimer les produits laitiers. Qu'il y ait des gens qui soient allergiques aux protéines du lait de vache, c'est tout à fait possible. Ça concerne environ 2 à 3% des enfants, puis après, à l'âge adulte, ça diminue. Donc on passe de 3% à presque rien. Ça, c'est des cas qui sont objectifs. Le reste n'est pas démontré. Ou plutôt ce qui est démontré, c'est tous les bénéfices des produits laitiers sur la santé. Ça, c'est démontré. Notamment, par exemple, depuis une dizaine d'années, les études sont très très cohérentes pour montrer que quand vous consommez un peu de produits laitiers, pas trop, parce que trop de produits laitiers, c'est comme trop de n'importe quoi, c'est pas bon. Si vous mangez trop de légumes, c'est très mauvais. Si vous mangez trop de viande, c'est très mauvais. Trop de pain, c'est très mauvais. Trop de beurre, c'est très mauvais. Trop de lait, c'est très mauvais. Hein, mais il ne faut pas manger trop.
Donc, les études montrent que quand vous mangez des produits laitiers, vous avez 30% de risque de moins de devenir diabétique. S'il y a bien une maladie qui est en train d'exploser, c'est le diabète. Donc déjà, une bonne chose. Toutes les études montrent que les gens qui ne mangent pas de produits laitiers ont beaucoup plus de risque de fracture par rapport à ceux qui en mangent. Bon, tout ça, c'est pas encore très grave. Mais si on dit, par exemple, que les gens qui consomment des produits laitiers ont aussi à peu près 25 à 30% de risque de moins de cancer du côlon, ça commence à devenir sérieux. Maintenant qu'il y a des gens qui disent bah, « moi, depuis que j'ai arrêté le lait, je me sens mieux bah, », je ne vais pas leur dire c'est pas vrai. S'ils disent qu'ils se sentent mieux, ça veut de le dire. Mais en général, quand les gens arrêtent quelque chose, ils ressentent quelque chose, surtout si on leur a dit avant que cet aliment était mauvais. C'est un effet placebo? Non, c'est l'effet nocebo. Nocebo. L'effet placebo, c'est quand je dis à quelqu'un, bah, voilà, prenez ce médicament, vraiment, il est bon, il est sûr, et vraiment, c'est un bon médicament pour vous. Voilà, il vous convient bien et ça va faire ça, ça et ça. En fait, c'est un placebo, mais la personne sera améliorée dans 50% des cas à peu près. Hein, donc, c'est normal. C'est l'effet placebo. Il y a l'effet nocebo, c'est exactement l'inverse. Si vous continuez à prendre du lait, franchement, c'est un aliment, c'est incroyable qu'on en consomme encore. Il n'y a que les hommes pour boire le lait d'une autre espèce. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Moi, à votre place, je l'arrêterai tout de suite. D'ailleurs, c'est à cause du lait que vous avez mal aux articulations. J'en suis sûr. Arrêtez-le, vous allez voir. Eh bien, ça, c'est l'effet nocebo. Les gens qui arrêtent dans ces conditions-là, ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui, j'ai moins mal au dos depuis que le docteur m'a dit ça. On parle aussi actuellement beaucoup de gluten. Est-ce que c'est aussi souvent nocebo? C'est pas tout à fait la même tarte à la crème, mais il y a une partie qui est commune. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des effets placebo et nocebo. C'est assez intéressant parce que la maladie cœliaque est une vraie maladie avec intolérance au gluten qui concerne quand même un nombre plus important de gens qu'on pensait. Avant, on pensait que c'était une personne sur 2500. Quand j'ai commencé mes études il y a longtemps, j'avais appris 2500. Hein, une personne sur 2500. Aujourd'hui, on est descendu à un niveau beaucoup, beaucoup plus bas. Une personne sur 100 ou 200 ou 300, on ne sait pas très bien, a une intolérance au gluten, qui est une maladie immunoallergique, une prédisposition. Ces gens-là, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est plus fréquente qu'on pensait parce qu'il y a des formes tardives qu'on ne pensait pas, il y a des formes silencieuses qu'on ne pensait pas, et il y a des formes extra-digestives. Tout ça, on ne savait pas. Donc on découvre, on sait très bien. La médecine évolue et elle doit reconnaître que tout ce qu'elle disait avant n'était pas forcément terminé. Et puis il y a une nouvelle entité qui est apparue, qui est un flou artistique que personne ne sait bien identifier, sauf qu'il est complètement manipulé par les médias. Sans doute pas vous, mais les médias, qui est l'hypersensibilité au gluten. Hein, et donc la hypersensibilité, on ne sait pas la définir aujourd'hui et on ne sait pas si elle existe. En effet, chez les gens qui se disent hypersensibles, qui disent bah, « moi je ne supporte pas le gluten hein », on se rend compte que quand on fait des manipulations alimentaires où on leur donne un produit avec du gluten, mais en fait il n'y en a pas, ou sans gluten et en fait il y en a, il y a cet effet nocebo dont je vous ai parlé. Et puis 5% seraient en fait probablement avec une hypersensibilité qui est réelle. Le reste pourrait être en fait intolérant à ce qu'on appelle des FODMAP, c'est-à-dire des sucres non fermentés, enfin des sucres non digérés qui sont fermentescibles, pardon, c'est-à-dire qui vont donner des ballonnements. Et en fait, comme ils sont contenus aussi dans le grain de blé, on pense que c'est le gluten, mais ce n'est pas le gluten, c'est ces sucres. Et donc, pourquoi est-ce que ces gens sont hypersensibles à ça? Ben, peut-être parce qu'ils ont une flore digestive qui est en mauvais état, mais ce n'est probablement pas le gluten. Jusque-là, on a parlé de nos choix personnels, boire ou non le lait, manger ou non du blé, mais il y a aussi les politiques publiques qui interviennent dans ce domaine. Et on parle par exemple de taxer ou non les produits gras ou sucrés. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Si on commence à taxer les aliments, il va falloir trouver une raison de taxer. C'est un petit peu embêtant parce que des raisons, on n'en trouve pas. Les sucres sont responsables de rien sauf en excès, sauf quand ils nous conduisent à manger plus de calories que ce qu'on dépense.
Et donc, finalement, ce n'est pas les sucres, c'est plus de calories que ce qu'on dépense. Mais ce n'est peut-être pas plus de calories, c'est peut-être parce qu'on ne dépense pas assez. Finalement, c'est peut-être uniquement parce qu'on est sédentaire. Parce que quand vous êtes très actif et mince, bon, vous pouvez manger des glucides, il ne vous arrive rien. Si vous avez une bonne génétique, vous pouvez manger des glucides, surtout si vous ne fumez pas et que vous êtes mince et que vous faites de l'exercice. Donc déjà, c'est bien mis en difficulté. Ensuite, il y a sans doute des profils génétiques, je vais l'indiquer. Mais surtout, si vous dites qu'il faut taxer les glucides ou les sucres, ou vous dites qu'il faut taxer le gras, vous allez faire prendre quoi comme seuil? Quand c'est riche en graisse? Ah, non, si c'est riche en graisse, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, justement, cette fameuse pâte à tartiner, là, elle a tout ce qu'il faut qui est pas bon. C'est gras, c'est sucré, etc. Ouais, c'est vrai, elle fait à peu près, mettons, je n'ai plus les chiffres en tête, mais mettons 40% de lipides, le reste en sucre. Ah oui, mais l'huile, c'est 99% de lipides. Il faut taxer l'huile. Beaucoup plus riche, l'huile, beaucoup plus riche. Et le beurre, 82%, vous n'y pensez pas, il faut taxer le beurre. Mais donc, c'est absolument indispensable. Et le beurre, il faut taxer la crème fraîche. Parce que si vous la concentrez, c'est comme du beurre. Ah oui, mais l'huile d'olive, l'huile d'olive, c'est bon, l'huile d'olive, parce qu'il y a des machins dedans en plus. Ah non, pas l'huile d'olive, on va faire un régime spécial pour l'huile d'olive. On ne s'en sort pas. Alors, si vous taxez le sucre, bon, le sucre en morceaux, oui, très mauvais. Donc, chaque fois que je vais mettre un sucre dans mon café, je vais payer 0,5% pour je ne sais pas quoi. Mais le sucre, c'est fort sucré, mais le miel, c'est presque pareil. Ah oui, on va taxer le miel aussi. Ah oui, mais le miel, ça vient des abeilles. Oui, donc non, ça ne va pas. Enfin, voilà. On ne voit absolument pas quel est le seuil. C'est quoi le seuil? C'est si les gens mangent beaucoup. Ça n'a pas de sens nutritionnel. Il faut apprendre aux gens à manger varié. Il faut leur apprendre à manger avec modération. Mais déjà, quand vous mangez varié, forcément, c'est avec modération, puisque vous mangez de tout. À moins que vous vous gaviez. Et si vous gavez, c'est que vous avez un problème psychiatrique. Donc il faut aller voir le psychiatre, pas le nutritionniste aussi, les psychologues. Et puis, ça fait croire aux gens une chose qui est très mauvaise, c'est leur faire croire que finalement manger c'est mauvais. D'ailleurs, il y a des aliments qui sont mauvais, c'est pour ça que manger c'est mauvais. Et donc si on fait croire aux gens que c'est mauvais, eh bien, ça veut dire quoi? Qu'il y a des aliments qui sont pas des aliments, puisqu'ils sont mauvais. Ça veut dire qu'ils sont soit des médicaments, soit des poisons. Soit des drogues. Vous avez dit qu'il y a peut-être des aliments qui sont moins bons que les autres, oui. moins de qualité que les autres. Oui. Et là interviennent justement ces codes couleurs dont on a parlé au début. Et c'est très facile pour le consommateur. On arrive au supermarché et on voit qu'il y a certains aliments qui ont une code rouge et après d'autres qui ont des codes verts. Et c'est très facile pour un consommateur d'aller vers les rayons où il n'y a que tout en vert. Alors ces codes couleurs, si vous voulez, ils sont malheureusement une vue un petit peu archaïque de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est un tout, c'est un style alimentaire, c'est un plaisir alimentaire, c'est la variété, c'est cette diversité. Ça, c'est important à véhiculer. Si on va vers les codes couleurs, il y a des aliments qu'on va stigmatiser. Par exemple, on va dire, tiens, le chocolat, forcément rouge, le chocolat, c'est une catastrophe. 550 kilocalories pour 100 grammes, du sucre, du gras. Qu'est-ce qu'on peut en dire de bien? C'est pas possible. Or, tout le monde sait que c'est bon le chocolat. Donc déjà, personne ne croit au truc. Tout le monde sait que c'est bon. Et puis, si on vous dit que cet aliment est mauvais, supposons que ce ne soit pas du chocolat, que ce soit un autre aliment, par exemple un croissant. Ou du saucisson. Voilà un très mauvais aliment, le saucisson. Donc, tu manges du saucisson, c'est incroyable. Tu ne savais pas que c'était rouge, tu devrais arrêter d'en manger. Et donc, déjà, vous voyez un petit peu, quoi, tu n'as pas arrêté de manger du saucisson? Bon, alors déjà, c'est le dialogue dans un sens. L'autre côté, quand je pense que j'ai mangé du saucisson, que c'était rouge, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que je vais faire pour me rattraper? J'ai mangé de la salade. Je vais me gaver de salade. C'est vert, alors vous avez bouffé de la salade avec plein d'huile, etc. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Après, si vous voulez, il y a un autre aspect qui est plus sérieux, parce que là, c'est un peu la boutade, qui est plus sérieux, c'est que les industriels, jusqu'ici, on avait essayé de travailler avec eux en leur disant, écoutez, il faut améliorer vos produits, et ils s'y plient
relativement bien dans l'ensemble, en tout cas en France. Et ils essayent d'améliorer leurs produits. Mais d'abord, il y a des limites. Parce que si vous faites un saucisson sans gras, bah, c'est de la viande, c'est plus du saucisson. Donc déjà, on ne peut pas baisser trop le gras, le sel du saucisson. Donc il y a des limites. On ne peut pas toujours dire aux gens, mettez de moins en moins de gras dans votre saucisson. Il n'y a plus de saucisson. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, l'industriel qui jusqu'ici voyait que ses efforts étaient couronnés de reconnaissance avec les chartes d'engagement, par exemple, et que, c'était bien vu. Si on lui dit « votre aliment, c'est un rouge », bon, très mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « moi, je ne peux pas vendre d'autre chose que… Si je suis marchand de rillettes, je vends des rillettes. Je ne vais pas vendre des salsifis. » On le culpabilise, on Alors, fait mauvais artisan en fait. Il fait mauvais artisan, mais pire, il va arrêter de faire des efforts. Il va baisser la qualité de ses produits. Il va dire, moi je m'en sors plus personne ne m'achète mes produits. Eh ben, c'est pas difficile. Je vais baisser la qualité, je vais les vendre moins cher. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui n'ont pas de sous, ils vont acheter les produits pas chers, parce qu'ils peuvent faire autrement. Et comme on les culpabilise, ils vont le dire à personne. Ou ils vont dire, moi ces histoires de riches, moi je m'en fous, je m'en tape, et je vais continuer à bouffer mes chips, mon saucisson et mes frites et ma mayonnaise, et de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc il n'y a rien qui nous dit que c'est positif. De plus, les pays où on a mis en place ce genre d'étiquetage sont des pays où la situation alimentaire ne s'est pas du tout améliorée. Du tout. Je crois beaucoup au jardinage. Je crois beaucoup à l'art de cuisiner. Je crois beaucoup à l'art de découvrir les aliments par les saveurs, par le plaisir, par les 5 sens. Comment voulez-vous faire manger un poireau à un enfant? Vous faites cultiver des poireaux, puis vous faites la soupe avec lui. Il va voir que les poireaux, c'est très bien. Vous avez parlé du jardinage. On n'a pas beaucoup parlé de cuisine aujourd'hui. Est-ce que à la question principale qu'on traite aujourd'hui, y a-t-il des bons et mauvais aliments? On peut répondre que les aliments cuisinés, pré-cuisinés, qu'on achète dans les supermarchés, est-ce que c'est ça le mauvais aliment? Non. Je me faisais la réflexion il y a 2-3 jours avec mon épouse, parce qu'elle avait acheté des crêpes toutes faites, et puis elle avait acheté aussi des paupiettes farcies toutes faites, de la qualité de ces aliments. Et quand on regardait les ingrédients, elle me disait, ces crêpes, j'aurais mis la même chose si j'avais fait chez moi. Et donc, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire ne nous empoisonne pas. Alors, de temps en temps, elle fait des bêtises. De temps en temps, il faut leur mettre un petit peu pan sur le pif. Mais il y a beaucoup de progrès. Ceci étant, je pense que cuisiner reste quand même une valeur au-dessus. Pourquoi? Parce que ça vous apprend ce qu'il y a dans les aliments. Parce que quand vous touchez du beurre, de la farine et puis du sucre, vous savez que vous avez mis beaucoup de beurre dans ce 4/4. Vous le voyez, vous le sentez. Et donc, vous vous dites quand même, je ne vais pas manger tout ça de 4/4 parce que quand je sais ce qu'il y a dedans, donc ça vous donne un petit peu… quand vous faites de la soupe avec des poireaux, eh bien, vous êtes bien content de manger des poireaux parce que c'est vraiment bon la soupe avec les poireaux. Donc il y a le contact avec les aliments informe, rassure. Et finalement, vous donnera aussi des repères. Je vous disais, ma femme me dit, j'aurais mis la même chose pour faire des crêpes. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que souvent, elle fait la pâte à crêpes. Et donc, elle sait ce qu'il y a dedans. Il faut aider les enfants à découvrir ça, mais il faut aider les parents aussi à découvrir ça. Il faut redonner confiance aux parents. Il faut que l'État arrête de se substituer aux parents dans tous les domaines de l'éducation. Je pense que l'ingérence des pouvoirs publics, elle ne doit pas être là. Elle doit être encouragée effectivement à ce que les produits alimentaires les entreprises fassent des efforts pour améliorer. Et ils l'ont fait, les chartes d'engagement, c'est bien. Elle peut, avec des messages comme ceux du PNNS, véhiculer quelques grands messages, encore que le message de variété n'a jamais été promu de façon importante, ni le message de modération, qui sont vraiment les 2 grands messages. Elle doit tout faire pour aménager le territoire de sorte qu'il y ait des espaces pour faire de l'exercice physique, pour marcher, pour courir, pour sauter.
mais elle ne doit pas nous dire ce qu'il faut manger. Elle ne doit pas nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que ce n'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. Il y a des tas de modes alimentaires dans le monde qui sont très différents. On peut manger équilibré en mangeant un peu de viande. On peut manger équilibré sans manger de viande. L'État, il n'a pas à se mêler de ça. Il a simplement à permettre que les aliments qui soient sur le marché soient sûrs et sains. Donc ça, c'est une nécessité légale. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Dans nos magasins, il y a tout ce qu'il faut pour bien manger. Il y a tout ce qu'il faut pour mal manger aussi, mais il y a tout ce qu'il faut pour bien manger. Et l'État doit surtout lutter contre le chômage, puisque c'est la pauvreté qui est la cause principale, pauvreté culturelle et financière, des problèmes alimentaires. C'est quand vous n'avez pas d'argent, vous achetez n'importe quoi. Regardez, si vous réfléchissez un petit peu, quand vous regardez le gradient de l'obésité et les conditions socio-économiques, c'est le facteur qui joue le plus avec la sédentarité, mais bien au-delà encore. Et je vous dirais qu'il y a encore d'autres facteurs plus importants que l'alimentation dans le problème de l'obésité. Si on parle d'obésité, il y a des choses extrêmement importantes qui sont soulevées. Je vais vous étonner, mais par exemple, le nombre croissant de césariennes. Mais de quoi il parle? Le nombre croissant de césariennes est absolument phénoménal. Hein, phénoménal. Depuis 50 ans, un pays comme le Mexique ou le Brésil, ils sont à 40 ou 60%, voire 70% de césariennes. En France, on est à 20% environ. Eh bien, le fait d'accoucher par césarienne multiplie presque augmente de 50 à 80% le risque d'avoir une obésité ultérieure. C'est absolument énorme. Et ça a évolué simultanément. Pourquoi? Parce qu'on prive l'enfant du microbiote qui va être transmis, c'est-à-dire la flore intestinale qui va être transmise à l'enfant à la naissance. Eh bien, c'est un facteur très important, plus important que la quantité de graisse, beaucoup plus important. Et quand vous regardez ce qui se passe pour les classes sociales un peu plus aisées, elles n'ont pas attendu qu'on leur donne des leçons. Spontanément, les gens cherchent des aliments qui sont bons, au goût, à varier, ont une culture alimentaire qui s'impose à elles-mêmes toutes seules. Et ils n'ont pas attendu qu'on leur donne des leçons, qu'on leur dise ce qu'il faut manger, ce qu'ils n'ont pas manger. Finalement, ça se fait relativement seul. Moi, je vois bien dans mes activités cliniques le prix très lourd que payent les personnes défavorisées parce qu'ils vont acheter les aliments les moins chers qui sont effectivement les plus gras et les plus sucrés. Et dans ces conditions-là, le gras, le sucré en excès pose problème. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais d'ailleurs que les codes couleurs pourraient avoir un effet pervers parce que c'est ces aliments riches dont le prix va baisser et que les gens vont continuer à acheter. Si vous voulez que les gens mangent mieux, luttez contre le chômage. Si vous luttez contre le chômage, les gens seront un peu plus aisés et puis les choses iront mieux. Alors, j'ai l'air de botter en touche, mais c'est la réalité. Il ne faut pas s'intéresser au contenu de l'assiette. Il faut s'intéresser pourquoi est-ce que les gens mettent les choses dans leur assiette. Parce qu'ils sont mal dans leur tête, mal dans leur peau, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne bougent pas, parce qu'il n'y a pas les aliments à des prix adéquats à proximité, etc. Bon, voilà, parce qu'ils ont perdu le sens de la culture. Enfin voilà, pourquoi est-ce que je le mets dans l'assiette? Pourquoi? La question est sur beaucoup d'aliments, on écrit il y a des huiles végétales. Mais pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas le type exact de huile? Pourquoi la loi européenne permet d'écrire des choses comme ça quand on sait que l'huile de coco et l'huile de palme qui sont normalement utilisées à la place de l'huile d'olive sont, je ne dis pas nuisibles, mais de toute façon moins utiles? Merci. Merci de votre question. En tout cas, en France, c'est à partir de cette année obligatoire de marquer la source et la nature de l'huile. Donc, vous avez raison, l'information était insuffisante et huile végétale ne veut rien dire. Donc, aujourd'hui, on aura une information qui sera beaucoup plus pertinente en mettant la nature de l'huile de tournesol, l'huile de palme, etc. Le consommateur, cependant, dans le domaine des huiles comme pour les autres domaines, doit garder à l'esprit qu'il n'y a pas de mauvaise huile
et que s'il y a des propriétés différentes des huiles, notamment l'huile d'olive qui a énormément de propriétés, l'huile d'olive n'est pas une huile parfaite parce qu'il n'y a pas d'huile parfaite. De même que l'huile de colza est une très bonne huile, mais elle n'est pas parfaite. Et donc là aussi, on doit aller vers la variété aussi. Pour ce qui est de l'huile de coco, vous avez raison, elle est un peu particulière, elle est très riche en graisses saturées. Et par conséquent, elle doit avoir une petite place dans notre alimentation, même si ces graisses sont un peu particulières à certains égards et sont assez digestes parce qu'elles sont très très courtes. Ce sont des graisses qui sont très très courtes. Et donc l'huile de coco a certaines propriétés. L'huile de palme contient 50% d'acides gras saturés et 50% d'acides gras insaturés. Et donc l'huile de palme est une huile qui est de qualité différente. On pourrait dire moins équilibrée, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un aliment équilibré. Moi, je sais ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Je ne sais pas ce que c'est qu'un aliment équilibré.